Le son a du sens, le son donne du sens. C'est pourquoi le design sonore, que ce soit le bruitage ou la musique, est une arme au service des marketeurs, parce qu'au service du brand management. On a tous en tête la signature musicale de McDonald's ou de LCL, mais aussi, par exemple, le son typique du vrombissement d'une Harley-Davidson. Alors, quelle réflexion y a-t-il derrière ce design sonore? Quelles sont les bonnes pratiques? Comment créer du lien avec le consommateur, avec le son? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, je reçois Kizito Ilongo et Mathieu Billon, directeur associé de l'agence de design sonore groupe On Air. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez On Air Marketing, design sonore du son au marketing aux éditions EMS, un livre dans lequel vous faites le point sur la recherche dans cette discipline et puis vous prenez également quelques cas tirés de votre expérience professionnelle. Alors, Kizito Ilongo, pour commencer, quelles sont les questions à se poser pour une entreprise qui voudrait se lancer dans le design sonore? Quelles sont les bonnes pratiques? Alors, en matière d'identité sonore, pour garantir une stratégie de communication efficace, il y a 3 grandes règles à respecter. La première, c'est de s'inscrire dans une démarche stratégique. Le design sonore doit servir des objectifs stratégiques. Et donc, le design sonore livre toute sa valeur ajoutée quand il est placé au cœur de cette démarche. Donc, il s'agit de se poser la question de pourquoi, vers qui, donc les cibles, comment, vers quel support. Donc ça, c'est la première règle. La première règle. La deuxième règle, le succès de la démarche passe aussi par de la méthode. La méthode pour créer, pour que la création sonore, musicale, entende et fasse entendre l'ADN de la marque. Ensuite, également dans le principe de méthodologie, de passer par une phase de déploiement qui va jusqu'à la conduite du changement et jusqu'au bilan opérationnel. Troisième grande règle clé, c'est de faire appel à des experts. Pourquoi? Parce que le design sonore de qualité nécessite du temps et du savoir-faire, et ça, ce sont des compétences. Alors, on va parler un petit peu de votre expérience professionnelle, des travaux que vous avez réalisés. Vous avez par exemple réalisé un travail de design sonore pour le groupe Depac. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une agence d'architecture. Alors, je vous propose d'écouter le son que vous avez mis au point pour eux. Et puis ensuite, Mathieu Billon, je vous inviterai à le commenter. Alors, on va écouter cet extrait. Voilà, un petit aperçu du son designé pour le cabinet, l'agence d'architecture Depac. Alors Mathieu Billon, quel sens donner à cet extrait? En quoi il sert la stratégie de cette agence d'architecture? Cette musique, cette identité sonore est née d'un postulat, c'est que le directeur général de la société a voulu, dans le cadre de l'harmonisation de son identité, visuelle mais aussi sonore, réfléchir au fait de fédérer toutes les filiales et tous les points qu'il a dans le monde, en Asie et en Europe, à travers une identité forte. Certaines valeurs étaient à partager. On parle d'honnêteté, on parle de courage, on parle de contact humain. Et dans ce sens-là, la musique, comme l'identité visuelle, devait retranscrire ces différentes valeurs. On a une musique, vous l'avez entendu, qui est basée sur 2 axes. Un axe mélodique, plutôt très moderne, plutôt très rythmique, plutôt électronique, qui vient rappeler ce côté avant-gardiste de la société. Et puis il y a cet aspect international qui fait partie du brief. Et cet aspect international, on le ressent avec une musique très résonante, avec des fréquences très basses. L'idée était vraiment de s'inscrire dans la stratégie globale de la communication. On n'a pas simplement livré une identité sonore, on vient s'inscrire dans le cadre d'un ADN, d'une recherche. Et puis, ce qu'on essaie de ressentir vraiment dans cette musique, c'est l'excellence, le savoir-faire. On est sur un métier d'architecture commerciale, donc avec plusieurs acteurs sur le marché, mais l'envie de faire reconnaître ce côté French Touch et cet aspect international très fort pour la marque Depac. Alors on va prendre un autre exemple un petit peu différent. Il s'agit de Mon Magasin Général. C'est une plateforme d'e-commerce spécialisée dans les articles de bricolage et de décoration en ligne. Là encore, je vous propose d'écouter l'extrait. Voilà un extrait assez court. Alors Kizito Ilongo, même question. Quel sens donner à ce logo sonore et quels usages Mon Magasin Général va-t-il en faire? Alors, Mon Magasin Général, c'est un pure player. Donc, c'est un magasin de bricolage, de jardinage et de décoration en ligne qui se lançait à l'époque. Et donc, l'idée, c'était de créer un territoire de marque ex nihilo. Sachant que le directeur général et son équipe
voulait absolument traduire ce positionnement particulier par une stratégie de communication originale, efficace, et qui traduit ses objectifs. Donc là, ce qu'on entend, c'est une mélodie dynamique et qui traduit, alors qui a une particularité, c'est qu'elle a été construite en partie à partir de bruits réalisés par les outils qui sont vendus en ligne. Ah oui, les outils. Sur mon magasin général. Donc on entend une scie, un marteau. Tout à fait, qui font la rythmique. D'accord. Voilà. Et puis l'ensemble, les accords, en fait, sont relevés par une voix féminine haut de gamme qui vient traduire ses objectifs stratégiques. Que l'on n'a pas entendu ici, malheureusement. Alors quels usages qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce logo sonore? Alors l'usage, l'idée, c'est dans la stratégie de communication, pour faire connaître mon magasin général, c'est également de donner une expérience client unique. Et donc, il va y avoir des tutoriels qui vont expliquer le choix du conseil, qui rejoint donc le positionnement de mon magasin général, et qui vont être débutés et finir par cette signature sonore. Mathieu Billon, je me tourne vers vous, on va élargir un petit peu le sujet. Les marques utilisent souvent des airs connus pour leur logo sonore. On a tous en tête LCL qui a repris Paul Naref ou la MAF avec Caroline Loeb. Alors quel est le but? Est-ce que c'est quelque part s'approprier les valeurs de l'artiste? Il y a plusieurs objectifs et il y a plusieurs stratégies. Il y en a un qui est fondamental, c'est de se dire que parfois il est conjoncturel de se dire cet artiste fonctionne bien, c'est du Daft Punk, c'est du C2C, ça marche bien, donc là, je vais pour profiter. LCL, ce sont des titres plutôt anciens. Plutôt anciens. On va y revenir, mais sur ce côté un peu plus actuel, on se dit, ben voilà, cet artiste, je pense là en 2013, à ces gros artistes qui ont fait le buzz, je vais caler ma marque, je vais caler l'identité de ma marque sur cette mode et sur cet artiste qui fonctionne bien. Ensuite, et vous le dites à juste titre, il y a ce côté parfois un marqueur temporel, c'est une autre stratégie, soit temporelle, soit intemporelle. On se dit, voilà, ma clientèle aimait cette musique à cette époque, donc naturellement, je vais reprendre la musique de ce moment-là, de cet artiste, Michel Polnareff par exemple. C'est aussi pour une question de mémorisation, plus facile? Naturellement, et puis d'appropriation de la marque. Et puis il y a un côté parfois un peu plus intemporel, où on se dit justement, cette musique a traversé les âges, moi je veux que ma marque traverse les âges aussi. Et puis il y a peut-être un troisième travail, un troisième axe, qui lui est plutôt symbolique. On peut se dire que certaines marques aiment bien entendre le bruit de leur marque ou des mots-clés qui représentent l'ADN de la marque dans leurs chansons. Et là, on peut prendre l'exemple par exemple de Free et de Stevie Wonder pour la Banque Populaire, qui reprend un peu les deux objectifs. Le côté intemporel de la chanson, tout le monde va s'approprier différemment cette chanson, les plus jeunes comme les plus âgés, mais aussi se dire que cette banque, la Banque Populaire, est une banque où je me sens libre, parce que Stevie Wonder le dit dans sa chanson. Kizito Ilongo, est-ce qu'il n'y a quand même pas un risque pour l'artiste de se voir un peu détroussé de son œuvre? Est-ce que l'œuvre ne perd pas de sa valeur? Alors, il y a plusieurs types de risques, plusieurs natures de risques, et notamment aussi pour la marque. Il y a d'abord un risque de non-différenciation ou de saturation. Je pense notamment à l'exemple actuel du titre Happy de Pharrell Williams, qui a été repris par un nombre considérable d'entreprises et d'organisations, même politiques. Donc là, il y a un vrai risque. Second risque, il est de nature plus d'image. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dépendant des frasques médiatiques éventuelles que peut avoir l'artiste et qui peuvent être aux antipodes des valeurs de la marque. Enfin, dernier risque, ce sont les risques financiers, parce qu'à l'inverse d'une création sonore sur mesure, dans ce cas-là, il peut y avoir des droits très élevés. Dans un cas, vous êtes locataire, et dans l'autre, quand vous faites appel à des sociétés spécialisées comme la nôtre, vous êtes propriétaire. On a un petit peu évoqué les musiques choisies dans la publicité, notamment avec ce cas de Stevie Wonder, la Banque Populaire. Comment surmonter la difficulté, Mathieu Billon, de s'adresser à tous? Parce que vous le rappelez, les travaux de recherche le rappellent aussi largement, tout le monde n'a pas la même sensibilité par rapport à la musique. Naturellement. Naturellement, et on le dit à juste titre, vous avez raison dans le livre, on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. La difficulté principale est là, et c'est pour ça qu'existent des sociétés comme la nôtre, comme le groupe Honor, où la nécessité de créer une identité sonore sur mesure, unique, propre à la marque, permet d'aller au contraire de ces problématiques-là. On n'est pas forcément là pour créer une musique qui plaît à tout le monde, ce n'est pas le simple enjeu, on est surtout là pour faire de la musique un enjeu stratégique et l'inscrire dans la stratégie de la marque. Et dans ce sens-là, on n'est pas là pour faire de la musique qui fait danser ou qui fait forcément chanter, mais on est là pour faire la musique qui fait vendre ou qui vend.
Pour conclure, Kizito Ilongo, on va parler d'un dernier aspect du design sonore, c'est celui du son lié au produit. Vous écrivez, c'est extrêmement intéressant dans votre livre, que Kellogg's a mis au point une technique de cuisson pour garantir le même craquement, même plusieurs semaines après l'ouverture. Quel est l'objectif? Alors, le son est un outil d'influence particulièrement puissant parce qu'il donne du sens et en plus il est interprété par celui qui l'entend. Et donc dans le cas de Kellogg's, les cornflakes sont travaillés de façon à ce qu'en fait, ils sous-entendent une qualité supérieure. Ouais, c'est donc une question de qualité perçue. De qualité perçue. Alors, dans le cas de l'automobile, il y a des exemples qui sont poussés assez loin, parce qu'aujourd'hui, il y a des marques qui vont travailler, par exemple, le bruit du moteur, le bruit de la fermeture des portières, de la ceinture de sécurité, parce que le consommateur, à un certain niveau de prix, il attend et veut revoir dans ces détails-là le niveau de qualité qu'il croit acheter, en tout cas. Eh bien, Kizito Ilongo, Mathieu Billon, je vous remercie pour ces explications et cet éclairage sur les enjeux du design sonore. Merci à tous les deux. Merci.